Combien de Congolais, combien d'Africains vivent en Belgique? Vivent-ils heureux? Sont-ils contents de leur patrie d'adoption? Eh bien, pour parler de tout cela, nous avons aujourd'hui comme invité M. André Kalonda. Monsieur André Kalonda, bonjour. Bonjour, chef d'État. Vous êtes un homme politique belge, en ce sens que vous militez dans un parti et vous avez des ambitions. Et vous vivez en Belgique depuis combien de temps? Depuis très longtemps, fin des années 70, début des années 80. Très bien. Donc, vous, je ne dirais pas vous êtes la personne autorisée, mais je peux dire que vous êtes parmi les gens qui ont vu évoluer la communauté, qui ont vu ces problèmes se poser ou être résolus et qui pensent que ces problèmes pourraient être mieux résolus, n'est-ce pas? Tout à fait. Et avant qu'on aille plus en profondeur, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous suivent et qui ne vous connaissent pas? Oui, je suis André Kalonda, je suis quinquagénaire. Je suis diplômé en sciences économiques appliquées et également en comptabilité à l'Université de Lille. Et j'ai eu une carrière beaucoup axée sur tout le domaine financier, essentiellement. Et donc là, je me suis investi dans l'activité politique depuis environ un peu plus d'une année, où je m'étais présenté aux élections communales à Uccle, dans une liste indépendante qui s'appelle Uccle en avant. Et récemment, je m'étais présenté sur la liste défi pour les élections régionales. Vous dites que vous êtes présenté aux élections il y a une année, ça veut dire que durant longtemps, vous n'avez pas été actif, vous n'aviez pas eu des ambitions politiques et subitement c'est venu. On peut savoir quel a été le déclic? Je pense que j'ai toujours eu un regard sur l'activité politique et surtout l'activité sociale, notamment des personnes issues de la communauté subsaharienne. Et donc, quand l'opportunité m'a été offerte, j'ai jugé utile de porter ma pierre à l'édifice en me présentant aux élections. Vous avez dit que dernièrement, vous étiez sur la liste du parti Défi. Et là, ils ont encore changé de nom, non? Pas encore. Non, c'est Défi. C'est toujours Défi. Ah, aussi avant que c'était autre chose. FDF. Oui, FDF, oui, exact. Et pourquoi vous avez choisi Défi? Il y a plusieurs partis politiques. Tout à fait. Bon, moi, j'ai choisi Défi parce que j'estimais qu'elle il y avait une image d'ouverture, il y avait un message d'ouverture vis-à-vis de toute une série de problèmes de société. Et l'ouverture s'appliquait très bien dans la diversité. Défi a voulu donner vraiment un coup de pouce à la communauté subsaharienne en essayant, en faisant de sorte qu'elle puisse pleinement participer à l'activité politique et sociale, notamment à Bruxelles. Et c'est ça qui m'a encouragé à franchir le pas également. Et si vous avez franchi le pas, comme vous le dites si bien, c'est qu'il y a un certain nombre de problèmes pour lesquels vous pensez que sans être dans un parti politique, ces problèmes n'auraient pas de solution. On peut connaître ces problèmes-là? Naturellement, mais je pense qu'avant déjà les problèmes, c'est tout à fait légitime que les personnes puissent briguer des mandats politiques et exercer des activités politiques. Et donc, subsidiairement, il y a des problèmes dans lesquels il y a eu quand même beaucoup d'avancées, des problèmes d'emploi notamment, de discrimination, des problèmes de logement. Et je pense que pour pouvoir aussi trouver des solutions, il est utile de pouvoir devenir un acteur qu'un spectateur. Et c'est ça qui m'a fait... Oui, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous pouvez énumérer ces problèmes-là? Il n'y en a pas 1000. Non, il y a des problèmes d'emploi. Oui, problèmes d'emploi. Donc j'ai des problèmes d'emploi, il y a des personnes, donc aujourd'hui c'est tout à fait reconnu, il y a eu plusieurs enquêtes, plusieurs études universitaires qui ont démontré qu'il est beaucoup plus difficile pour certaines populations de trouver du travail. Et donc, notamment aussi, ces mêmes problèmes se retrouvent dans les problèmes de logement, où ces personnes ont plus de difficultés à trouver des logements, notamment dans les logements privés.
Et donc, pour cela, il faut conscientiser, il faut continuer à travailler dans le sens où, pour que ces personnes puissent avoir une vie meilleure que ce qu'elles ont pu avoir. Bon, nous allons essayer de décortiquer ces problèmes-là un à un. D'abord, vous avez parlé des problèmes d'emploi. Et est-ce qu'il y a des éléments concrets ou des exemples classiques qu'on peut même citer où on sent que vraiment ceux qui sont originaires de la partie sud de l'Afrique ont des difficultés alors que d'autres, peut-être ceux du nord ou ceux qui sont des Belges de souche ont plus de facilité? D'abord, ça se dit, oui, mais concrètement. C'est tout à fait, c'est exact. C'est un domaine, c'est un élément difficile à détecter parce que ça se fait de manière discrétionnaire. Et il faut savoir que le recrutement, le marché de l'emploi est un marché, surtout dans le privé, est un marché où les recruteurs ont une marge de manœuvre assez large. Et ils peuvent évoquer plusieurs éléments pour lesquels ils ont recruté, ils n'ont pas recruté un candidat. Donc ça, déjà, tout le monde le sait. Et donc, ce qui amène plutôt à le penser, c'est notamment, par exemple, dans le chef des ressortissants d'origine saharienne, il y a beaucoup de personnes qui sont qualifiées, même parfois surqualifiées, qui ont des très bons parcours. Et on s'aperçoit que parfois elles n'ont jamais pu travailler par rapport à leur qualification. Et parfois même dans des domaines, comme je pourrais parler par exemple de la technologie de pointe, des domaines de ce type-là, où on devrait justement, où ces personnes auraient pu très facilement déjà au sortir de leurs études trouver des emplois en adéquation avec leur formation et n'ont jamais trouvé. Donc ça, je pense que on pourrait supposer qu'il y a eu de la discrimination. Et il y a cela. Il y a aussi, on peut se rendre compte que certaines personnes ont une progression qui est très lente. Et donc, moi-même, je peux être témoin parce que je fais partie de la population. J'ai aussi parfois des difficultés ou j'ai aussi parfois des situations difficiles dans le marché de l'emploi ou dans les endroits où j'ai pu travailler. Donc, fort de cela, je peux comprendre très facilement qu'il y a quand même des difficultés, que certaines personnes rencontrent des situations qui peuvent parfois décourager. Mais je pense que depuis quelques années, il y a eu des preuves, il y a eu des informations qui ont... Des enquêtes, des informations qui ont révélé parfois des dysfonctionnements de certaines personnes, enfin dont certaines personnes étaient victimes dans la recherche de l'emploi ou dans l'épanouissement dans la vie professionnelle. Et d'après vous, oui, à la base de tout ça, pourquoi ceux qui discriminent, qu'est-ce qui pousse ceux qui discriminent à discriminer, d'après vous? Moi, je pense qu'il y a toujours le regard de l'autre. Il y a, je pense, une condescendance, d'abord, selon moi, une condescendance qui consiste à véhiculer ou à entretenir le fait que certaines personnes caucasiennes devraient toujours avoir une position privilégiée par rapport aux autres qu'on ne parvient toujours pas à intégrer comme des personnes à part entière, citoyennes à part entière, et qui ont tout à fait le droit de pouvoir participer avec leurs compétences, avec leur savoir-faire. Et je pense que ce sont ces éléments-là qui sont les éléments les plus récurrents. Et ça, ce sont des attitudes que les personnes adoptent dès le bas âge, et elles considèrent qu'elles ont plus de droits que les autres. Et je pense que c'est ça qui est un premier élément. Et il y a aussi l'élément de ne pas vouloir, de faire une sorte d'apartheid, de ne pas pouvoir avoir des collègues ou avoir des personnes finalement avec qui on peut partager des connaissances. Alors on préfère, ces gens-là préfèrent les mettre un peu au banc, ils préfèrent les mettre à l'écart, en leur proposant d'autres types de métiers où il n'y a pas un contact immédiat.
Donc, par exemple, des métiers du type technicien de surface et autres. Je pense que c'est ces éléments-là. Et c'est aussi des éléments qu'on peut déjà voir en fait dans les quartiers. Ça commence déjà dans les quartiers, avec des quartiers ghetto, des quartiers ghetto caucasiens, si je puis dire, et des quartiers ghetto. Et vous avez la même chose, donc vous avez dans les quartiers, vous avez dans les écoles, et donc c'est tout un processus que finalement les personnes véhiculent et se convainquent que d'autres personnes qui vivent ou qui sont physiquement différentes ont moins de droit à certaines fonctions. Oui, partant de la façon dont vous avez présenté la chose, une question m'est venue à l'esprit. La Belgique aujourd'hui, gagne-t-elle à être une Belgique de la diversité ou pas? Ah, certainement, elle en est consciente. Parce qu'on est dans un monde depuis une vingtaine d'années, trentaine d'années, où tous les événements qui ont survenu, que ce soit des événements naturels ou des événements dus à l'évolution technologique, amènent à la mobilité. Et donc cette mobilité crée un certain alliage de compétences et de connaissances qui, indubitablement, permet à la société d'aller en avant. Et de toute façon, c'est une progression inéluctable parce que il y a une concurrence inévitable entre les nations. Et donc celles qui ne procèdent pas de la sorte, elles sont amenées à aller à reculons. Bien, merci M. André Kalonda, c'est très pertinent ce que vous venez de dire. Et donc, vous vous êtes engagé en politique, vous avez, je ne dirais pas une vision, vous avez des objectifs que vous aimeriez atteindre si vous étiez élu, c'est cela. Oui, tout à fait. Et est-ce qu'on peut savoir quoi? Un des éléments qui est une pierre qui est mon cheval de bataille, mes thèmes de prédilection, c'est le pouvoir d'achat qui s'est érodé ces 15-20 dernières années, avec notamment la flambée des prix de l'immobilier. Et donc je pense que ça reste très difficile parce que ce sont des problématiques qui dépassent les compétences de l'État belge. Mais il me semble qu'il est utile de se pencher sur ces problèmes et essayer de trouver des astuces pour alléger, soulager la vie, le quotidien des citoyens. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est notamment avec la lutte de cette discrimination, ça permettrait de mettre plus de gens au travail, selon les compétences et les atouts que ces personnes ont. Et il faut continuer ce combat-là. Et également, comme j'ai dit précédemment, essayer de trouver des politiques pour un logement qui reste décent, qui reste accessible à un plus grand nombre de personnes. Une autre question me vient à l'esprit. Vous savez, le combat politique, on combat souvent effectivement pour changer le vécu des gens, pour qu'ils vivent mieux. Mais il arrive aussi de constater qu'on est incompris. Ceux pour qui on se bat ne sont pas conscients, qui doivent donc non pas militer, mais suivre ceux qui voudraient bien les mener. Est-ce que vous sentez que les concernés, ceux pour qui vous vous battez, ils sont conscients et qu'ils doivent de plus en plus se mettre ensemble derrière des gens qui se battent pour eux? Ou bien vous sentez une certaine, je ne dis pas une légèreté, une certaine distraction, une certaine légèreté? Pour ma part, je considère que les personnes que moi j'ai pu rencontrer, elles sont conscientes de cela. Elles veulent absolument avoir des personnes qui puissent les représenter, qui puissent relayer leurs préoccupations, et c'est ce que je fais au quotidien. Plus que jamais, je pense que les 10 dernières années, j'ai pu constater une recrudescence de ce sentiment-là de la part de la population subsaharienne. Elle veut participer au quotidien à la chose publique en Belgique. Et donc, elle a peut-être un peu de retard par rapport à d'autres communautés, mais lors des dernières élections, j'ai senti un engouement singulier et qui, à mon avis, va se développer davantage. Et donc, maintenant, moi, j'ai essayé de dire
à ces personnes que la politique elle doit s'articuler avec le quotidien, avec tout ce que les personnes font dans leur quotidien. Il ne s'agit pas simplement de voter une personne et qu'elle va pouvoir raser gratis et apporter tout par coup de baguette magique. Donc c'est quelque chose qui se fait en synergie. Donc les personnes qui font la politique essaient de faire, elles doivent rester en contact avec les citoyens, c'est ce que j'essaie de faire, pour pouvoir prendre le pouls, sentir les difficultés réelles, donc ne pas être en déconnexion, sentir les difficultés réelles et voir à quelle mesure on peut changer leur quotidien, en toute sincérité. Et c'est ce que je fais. Et concrètement, comment est-ce que vous entrez en contact avec toute cette population? Je rentre en contact, c'est très simple, ça peut être dans mon quartier, lorsque je vais faire des courses, comme beaucoup de gens. Ça c'est déjà le premier pas. Ça peut être quand il y a des événements, voilà, ça peut être quand il y a des événements, ça peut être aussi lorsqu'il y a des colloques aussi, donc ça fait aussi partie des événements. Et donc là, je rencontre des gens, nous discutons et ça me permet de reconsidérer l'évolution de la société et d'être informé du désidérata de tout un chacun. Monsieur André Kalonda, vous avez été candidat, c'était cette année qu'il y a eu les élections, il y a 6 mois, c'est cela, un peu plus. Ouais. Et donc, vous comptez récidiver en 2024. Récidiver, c'est un mot péjoratif. Hein. Bon, mettez-le positivement. Hein, un récidiviste, donc... ok, bon, vous comptez vous représenter. Je ne sais pas, bon, moi je verrai en ce moment-là, parce que 5 ans c'est long et c'est court. Oui. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je fais cette politique au quotidien et que je travaille, je rencontre les personnes et j'essaie d'élaborer au cas où je me présenterai dans 5 ans, j'essaie d'élaborer aujourd'hui ce que je pourrais faire dans 5 ans. Mais on verra dans 5 ans si je me présenterai. Ok, donc soit au régional, soit au communal, soit au fédéral. On verra dans 5 ans, donc en 2024, dans 4 ans maintenant, parce que dans un mois, à partir on passe à l'année nouvelle. Monsieur André Kalonda, vous savez que on a beau être belge, on a beau vivre en Belgique, mais souvent on a quand même un clin d'œil vers le pays d'origine. On est souvent aussi intéressé par ce qui se passe dans son pays d'origine, parce que les racines étant ce qu'elles sont. Et dans votre approche, dans vos activités, est-ce que vous pensez un temps soit peu entreprendre des choses qui pourraient profiter non seulement aux Belges d'origine congolaise ici, mais aussi aux Congolais qui vivent au Congo? Oui, tout à fait. Moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au Congo et en Afrique. Et donc, c'est tout à fait naturellement, bien entendu, que je souhaite élaborer des ponts entre le Congo et la Belgique, développer tout ce qu'on peut faire ici entre les Congolais qui vivent en Belgique et également pour les Congolais qui sont au Congo. Concrètement, comment vous allez le faire? Il y a déjà des choses qui existent déjà, mais peut-être donner une touche personnelle. Oui, votre touche personnelle, ce sera laquelle? Donc faire des jumelages, moi je suis à Uccle, développer les jumelages, mais les jumelages également entre les agents administratifs, qui puissent, par exemple, les agents administratifs congolais puissent venir voir un peu ce qui se passe en Belgique, ou à Uccle, par exemple, à Uccle à Bruxelles, et que ça puisse... ils puissent tirer profit de cela pour mettre en œuvre ce qu'ils pourraient apprendre ici en Belgique au Congo. Bien entendu, adapté à la réalité du Congo. Il y a cela, il y a des échanges économiques, commerciaux, des échanges culturels. Puis, moi, je voudrais donner un coup de pouce supplémentaire à cela, à travers des associations, notamment. Donc, il y a déjà des... Oui, concrètement, qu'est-ce que vous entreprenez déjà? Ou vous attendez quand vous serez... C'est les personnes qui entreprennent et ça serait les accompagner.
Ah, ok. Vous accompagnez ceux qui entreprennent déjà. Tout à fait. Bon, dans mon cas, moi, je pourrais donner une impulsion parce que c'est pas moi qui peux venir comme ça. C'est-à-dire que quand on est dans une structure, moi, je peux donner une proposition et puis voir si elle sera suivie par l'administration. Je donne des idées, je donne une stratégie opérationnelle. Mais c'est pas comme ça, ce sont des choses qui se décident collégialement. Donc ce que j'ai dit, c'est en fait accroître une coopération. Par exemple au niveau communal, entre par exemple la commune d'Uccle et ça existe déjà, et plusieurs communes sur des thématiques différentes. Donc ça peut être au niveau des écoles, au niveau de la santé, au niveau de la culture. Par exemple, ici à Uccle, il y a un grand centre culturel, faciliter la venue d'artistes congolais, d'artistes congolais, de comédiens congolais, par exemple, les faire connaître, parce que ça reste quand même une commune très conservatrice. Et je pense que l'Afrique, ces 20-30 dernières années, apporte énormément au niveau culturel en Europe. Et donc moi, je m'inscris dans cette dynamique-là. Et je serai très ravi de pouvoir impulser, donner une impulsion encore plus forte dans ce domaine-là. Et donc faire sensibiliser les Ucquois pour des projets encore plus approfondis, comme j'ai dit, au niveau des écoles, au niveau des petites structures médicales, c'est-à-dire éventuellement que des personnes puissent aller passer un stage 1 mois, 2 mois pour essayer d'apporter sur un domaine bien précis, au niveau médical par exemple, au niveau sanitaire, puisse apporter une touche, puisse apporter une avancée dans ces domaines-là. Je ne sais pas si j'ai été clair. Oui. Et au niveau, quand j'ai dit au niveau aussi commercial, économique, donner une impulsion sur des petites entités, parce que je veux être réaliste, sur des entités, sur des petites unités de production qui puissent exister à Kinshasa ou à l'intérieur. Bien, Monsieur André Kalonda, je vous remercie pour cet entretien. Nous avons essayé de faire le tour de ce qui vous préoccupe, de ce que vous entrevoyez. Et c'est assez clair. Mais si nous devrions, pour terminer notre entretien, qu'est-ce que vous pensez dont on n'a pas parlé, que vous aimeriez quand même dire et sur lequel vous aimeriez appuyer? Dire qu'il y a un élan nouveau qui s'amorce et je voudrais remercier toutes les personnes qui croient en cet élan dans lequel je me sens porteur, et également d'autres personnes, et que tous les jours nous travaillons pour que dans les prochaines années, au niveau économique, au niveau social, des avancées substantielles puissent voir le jour. Monsieur André Kalonda, Euro Africa TV et Cheikh Fita News vous remercie pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.